Grande est ma joie de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit dont voici le squelette. L'organisation congolaise Journalistes en danger, GED, indique mercredi à Kinshasa avoir répertorié plus de 500 atteintes contre le média, dont 5 journalistes tués durant le mandat du président Félix Tshisekedi, dont elle fustige les promesses non tenues en matière de presse. Joël Bilé a déposé mercredi 1er novembre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante son dossier de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. En République démocratique du Congo, 48 heures après l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral. C'est une deuxième candidature féminine pour l'élection présidentielle après celle de Marie-Josée Ifoku. Quelques éléments du 1-23 se sont livrés au FRDC dans le Nord Kivu. Dans un reportage de l'armée diffusé sur la chaîne nationale, ils ont fait des témoignages émouvants sur la rébellion meurtrière du 1-23 que le Rwanda ne cesse de soutenir. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. J'ai annoncé dès l'entame de cette édition, une deuxième candidature féminine pour l'élection présidentielle a été déposée le mercredi 1er novembre à la CENI. C'est Joël Bilé, une ancienne journaliste qui veut briguer la magistrature suprême en RDC. Ce dépôt tardif de dossier a été rendu possible grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a instruit la CENI à intégrer dans la liste des candidats retenus pour cette élection. Satisfaite de la décision, Joël Bilé a encouragé les femmes de la RDC à intégrer la sphère politique. Suivez. Requinqué par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en sa faveur, Joël Bilé est désormais prête pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Elle a eu gain de cause à cette haute cour qu'elle avait saisie contre la Commission électorale nationale indépendante qui avait refusé sa candidature pour manque de certains documents exigés. Déjà dans sa peau des candidates, Joël Bilé s'estime heureuse d'avoir gagné cette bataille qui n'est qu'un prélude à ce qu'il attend. Elle a félicité la Cour constitutionnelle qui a dit le bon droit en sa faveur. Je me définis comme une femme heureuse de constater que l'état de droit dont on prône depuis quelque temps dans notre pays a réellement été démontré. Grâce à cet arrêt de la Cour constitutionnelle vers laquelle je me suis orientée pour obtenir un droit de recours. Et aujourd'hui, par le simple fait que j'ai été réhabilitée et que mon dossier peut être déposé à la CENI, je peux dire que je suis une femme heureuse, une candidate présidente heureuse. 48 heures après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Joël Bilé s'est rendue à la centrale électorale où elle a déposé sa candidature. Après réception de son dossier par la CENI, la candidate à la présidentielle de 2023 a livré ses impressions à la presse. Mes sentiments sont des sentiments bien entendu de joie. Mes sentiments sont aussi des sentiments de compassion et de sympathie vis-à-vis de mes compatriotes, parce que si je peux dire un mot aujourd'hui, c'est que pour la jeunesse par exemple, l'heure est arrivée de pouvoir rêver grand. Pour les femmes, je voudrais dire qu'il est aussi là l'occasion et l'opportunité de pouvoir pénétrer cette sphère politique qui n'a pas compris encore que la masculinité positive était un atout pour notre développement. Le train des élections est déjà en marche et tous les candidats se préparent à débuter leur campagne électorale le 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC. À ces jours, on compte 26 candidats déclarés pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, en attendant la liste définitive qui sera rendue publique le 18 novembre par la CENI. Restons encore dans ces mêmes chapitres. C'était l'unique candidature féminine à la dernière élection présidentielle de 2018. Marie-Josée Ifoku est de nouveau alignée dans la course pour la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de son ambition pour la magistrature suprême? Que pense-t-elle de femmes dans la politique nationale? Et les mots de réponse dans ses propos requis. La renaissance de la République démocratique du Congo par la combolisation. En fait, nous avons analysé la situation du pays
Et on a compris que le mal vient de notre première naissance. C'est pour ça que je parle de la rupture du système de prédation. Depuis que nous sommes nés État indépendant du Congo, cette première naissance qui a été donnée par les prédateurs, cet état d'esprit qui nous a donné naissance comme État, s'est malheureusement perpétué à travers nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que notre message, nous voulons faire comprendre au peuple congolais que c'est un modèle chrétien. J'ai pris ça sur le modèle chrétien où il y a eu une première naissance, Adam et Ève, qui ont échoué. Et c'est ainsi que quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, ça nous permet de vivre une nouvelle vie. C'est exactement le même modèle. Donc il y a eu une première naissance qui a échoué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même état d'esprit, malgré l'indépendance, malgré les 3 républiques, mais c'est toujours le même état d'esprit. C'est ainsi que nous venons faire comprendre au peuple congolais, pour que nous ayons une république forte, pour que nous ayons une nouvelle république, il faut que l'état d'esprit de l'homme congolais soit transformé. En 2018, j'étais la seule femme candidate. Aujourd'hui, nous sommes à 2, mais tant mieux. Cela montre que les femmes se réveillent, que les femmes se battent aussi pour pouvoir s'imposer dans cette arène qui n'est pas de tout repos, surtout pour nous les femmes, mais ça montre qu'il y a de la volonté de la part des femmes. Ça montre aussi que les femmes aujourd'hui sont capables d'aller au-delà des traditions. Et donc pour moi, j'en suis contente, j'en suis fière aussi de voir que je ne suis pas seule. Mais bon, c'est dommage parce que nous ne sommes qu'à un seul tour. Et c'est ça qui me désole, parce qu'on aurait dû aller au 2e tour, ainsi on aurait pu voir un peu le poids de chacun. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population congolaise pour son soutien, tout en saluant l'équité de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures. Il les exhorte à maintenir cette attitude jusqu'à la fin du processus électoral. Suivez-les. Chers compatriotes, dans un discours rendu public le 1er novembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population congolaise pour son soutien, tout en lui demandant de rester vigilante. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. L'opposant congolais a par ailleurs salué l'équité de la CENI et de la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures à l'élection présidentielle et les exhorte à maintenir cette attitude. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Dans la même logique, Katumbi a aussi exprimé sa reconnaissance envers la communauté internationale pour son accompagnement dans ces processus électoraux dont les Congolais attendent une issue heureuse. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Moïse Katumbi a rendu hommage au porte-parole d'Ensemble, Chériban Okende, assassiné depuis 4 mois aujourd'hui. Madame, Messieurs, cette édition du journal se poursuit. L'ONG J'aide journalistes en danger a dans un rapport publié ce 2 novembre 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité de crimes
commis contre le journaliste répertorié 88 cas d'attaques divers contre le journaliste en République démocratique du Congo depuis le début de l'année électorale au premier mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez les détails dans ces commentaires. L'ONG Journalistes en danger, GED, a documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias en République démocratique du Congo depuis le début de l'année électorale. Ces agressions se répartissent de la manière suivante: 40 cas de violences physiques, 30 cas d'arrestation ou d'interpellation et 18 cas de fermeture de médias ou d'interdiction de programmes ou d'émissions politiques. Ces chiffres alarmants sont contenus dans le rapport annuel de GED intitulé « Les bilans de la liberté de la presse sous le premier mandat de Félix Tshisekedi » qui sera publié ce jeudi 2 novembre 2023 à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste. Au moment de la publication de ces rapports, au moins 3 journalistes se trouvent en détention en RDC. Il s'agit de Patrick Lola, journaliste indépendant arrêté et détenu depuis le 22 novembre 2021 à la prison centrale de Mbandaka à l'Équateur. Blaise Mabala, journaliste à la radio Même Morale FM, à Inongo, dans la province de Maïndombe, arrêté depuis le 20 octobre 2023 et incarcéré à la prison centrale d'Inongo pour outrage à l'autorité. Stanis Boujake Ratchamala, correspondant du magazine Jeune Afrique et directeur de publication adjoint du site d'information congolais actualité.cd. Il a été arrêté le 8 septembre à l'aéroport international de Njili et est détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa depuis le 14 septembre 2023. Le journaliste est accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'État, propagation de faux bruits suite à la publication d'un article sur le site internet de Jeune Afrique le 31 août signé par la rédaction. Cet article mentionnait un rapport attribué à l'Agence nationale des renseignements ANER dont les autorités congolaises contestent l'authenticité et mettent en cause les renseignements militaires dans la mort de Chériban Okende Senga, ancien ministre de Transport et député national de l'opposition. Tivis Chivouadi, secrétaire général de GED, demande au président de la République, en sa qualité de magistrat suprême, de lancer un signal fort pour marquer la fin de son premier mandat en ordonnant la libération du journaliste Stanis Boujakera, victime d'un acharnement judiciaire, alors qu'il doit bénéficier de sa présomption d'innocence et de tous les autres journalistes arbitrairement privés de leur liberté en province. Reporters sans frontières, RSF, a lancé un appel le 19 octobre 2023 aux candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre, leur demandant de s'engager à soutenir la liberté de la presse, de promouvoir la sécurité des journalistes et d'affirmer leur soutien à la demande d'abandon de charges contre le journaliste. Dans le chapitre de la sécurité, quelques éléments du M23 et des RDF ont déserté les unités terroristes de ces mouvements à la solde du Rwanda, leurs parrains, pour rejoindre librement les forces loyalistes de FARDC. Interrogés sur les raisons de leur désertion, ces éléments ont exprimé clairement leur traitement dégradant et les pratiques cruelles de soldats rwandais dont la présence sur le sol congolais n'est plus un secret. Suivez leur témoignage. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie
pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Et puis, l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, les problèmes liés au retard de paiement des salaires, tels sont les 2 points à l'ordre du jour lors des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et les bourgmestres de 24 communes. Plus de détails dans cet élément de Laetitia Moulal. Au total, 24 bourgmestres que compte la ville de Kinshasa sont préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale congolaise. Leur entretien avec le staff dirigeant de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Mbosso Kodia, a aussi tourné autour de leur rémunération et aussi de l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Après cette rencontre, les bourgmestres espèrent à un début de soulagement. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et la porter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Tout à fait autre chose, la politique industrielle du gouvernement congolais commence à donner de premiers résultats. Les productions industrielles ont déjà permis de mettre sur le marché certains produits grâce aux innovations mises en place, notamment la création de zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie les a évoquées lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de communication sur le bilan de la politique industrielle en République démocratique du Congo. À l'instar des autres membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie s'est livré à son tour à l'exercice de redevabilité dans son secteur. Face aux journalistes, il a égrené les réalisations du gouvernement dans les domaines industriels. Pour y arriver, le gouvernement a mené un certain nombre de réformes, dont la création de quelques structures qui doivent piloter ces nouveautés pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à part les fonds de promotion de l'industrie, maintenant nous avons le Bureau national d'études et de planification industrielle, dont le DG est dans la salle, qui a la mission de mener des enquêtes industrielles pour savoir à telle période nous étions à combien d'entreprises industrielles, à telle autre période on est à combien. Et il mène des études d'orientation pour savoir qu'est-ce que le gouvernement peut mener comme politique pour essayer un peu de relever le niveau industriel d'un coin. Cette politique industrielle menée par le gouvernement congolais porte déjà des fruits. Les zones économiques spéciales naissent à travers le pays. À la zone économique spéciale de Kinshasa qui se trouve à Maluku, on produit déjà des carreaux. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la zone économique spéciale produit déjà plusieurs milliers de tonnes de câbles et les carnets de commandes pour l'exportation de ces câbles est déjà bien rempli. Les commandes viennent pour la plupart des pays de la sous-région. Nous avons 4200 différents types de câbles électriques qu'on produit à Lubumbashi. Pour 1 million de kilomètres de câbles le mois. Ça vous fait 12 millions de kilomètres de câbles à même d'être produits. Et nous avons déjà les commandes de la Tanzanie, de la Zambie, du Kenya, de tous les pays de l'Afrique de l'Est. Outre Kinshasa et l'ex-Katanga, les zones économiques spéciales vont voir le jour également dans l'espace Kasaï, Kivu, espace oriental et l'espace de l'Équateur. Tout à fait autre chose. La République démocratique du Congo connaît de plus en plus de cas
de naufrage sur le fleuve Congo. Face à cette récurrence des accidents et incidents, le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekila, a lancé les processus de contrôle d'identification des unités flottantes et du personnel navigant à Kinshasa le mercredi 1er novembre 2023. Selon les statistiques officielles, le pays a enregistré cette année au total 644 morts à la suite de ces accidents et incidents, et 88% de cas sont causés par les embarcations en bois. Grâce Mayo pour ses commentaires. C'est dans ces cadres que le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a tapé du poing sur la table à travers un arrêté interdisant à 102 embarcations en bois sans identité de flotter sur le fleuve Congo. La décision a été prise après la mise en place d'une mission de contrôle et d'identification des unités flottantes ainsi que du recensement du personnel navigant. La mission de contrôle avait constaté des unités en acier qui flottent sans contrôle technique, des personnels navigants sans titre et des embarcations en bois également sans titre. Pour le ministre de Transport, Marc Ekila, son arrêté vient appuyer le processus de la normalisation du secteur des transports. Pour remettre l'autorité de l'État, pour donner un signal fort, nous sommes en mesure où nous sommes donc obligés de prendre un arrêté devant interdire à 102 embarcations en bois qui flottent sur le fleuve Congo sans titre. Et j'allais même ajouter ni droit. Nous serons obligés d'interdire les navigations momentanées au personnel navigant qui d'aucuns n'ont pas de titre et d'autres n'ont pas dû revalider leur titre. Et cela pour leur permettre de régulariser leur situation. Devant le comité directeur de la régie de voies fluviales, Marc Ekila a indiqué que toutes les dispositions ont été prises par son ministère quant à l'application de ces différentes mesures. Nous avons convenu de mettre en place, dans une sorte de partenariat, de mettre en place une commission qui va pouvoir chercher à examiner chaque question spécifiquement pour que ensemble nous soyons à mesure de trouver des réponses appropriées. Notons que la décision du ministre des Transports interdisant la navigation aux 102 embarcations en bois en situation irrégulière fait suite au dernier naufrage enregistré en Bandaka dans la province de l'Équateur où une baleinière a chaviré faisant plus de 50 morts selon les bilans officiels en octobre de cette année en cours. Cela n'est qu'un cas parmi tant d'autres que connaît de plus en plus la République démocratique du Congo. Au cours d'un conseil de ministres, le président Félix Tshisekedi avait instruit le gouvernement de prendre des dispositions pour éradiquer les accidents sur le fleuve Congo. Changeons de cap à présent dans le cadre du projet de développement à la base 145 territoires financés par le gouvernement central. La ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi, s'est transformée en un vaste chantier avec la construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures, notamment la construction de routes, caniveaux, écoles et hôpitaux. De l'aéroport de Guémena en passant par l'avenue Mobutu où les travaux de bétonnage sont en cours. Un sujet de réjouissance pour la population de cette contrée. Suivez. Alexis Alengue, administrateur de Guémena, souligne que le programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo évolue à grands pas. L'administrateur de ces territoires de la province du Sud Ubangi note l'évolution de plusieurs ouvrages en cours. Le programme a démarré au mois d'avril 2023 et jusque-là ça évolue comme vous le voyez. Nous sommes au niveau, on a terminé pratiquement le crépissage à l'intérieur. Il nous reste que le carrelage. Le carrelage avec les portes et les fenêtres, tout a été déjà fabriqué. Donc on attend d'un moment à l'autre. Au courant de la semaine prochaine, j'estime que l'entrepreneur va devoir déployer le matériel qui reste pour qu'on puisse terminer. Pour le territoire de Guémena, c'est 11 ouvrages. Nous avons 4 écoles, centre de santé
à peu près 7 centres de santé. À l'en croire, la population est satisfaite de la matérialisation de cette vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis très ravi et satisfait par le fait que c'est la première fois que nous puissions avoir un président qui a un programme de développement à la base, d'abord à la base, et ensuite un programme uniformisé au niveau de tout le territoire. Nous sommes contents. Cela implique tout le monde. Comme moi, je suis chargé de faire le suivi technique, d'évaluation de l'évolution des travaux, le PD 145 au niveau de mon territoire. Donc la population est d'accord avec le chef de l'État et la population pourra adhérer à la vision du chef de l'État. Rappelons que le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo visant à améliorer les cadres de vie de populations rurales, redynamiser les économies locales et les cadres de vie de population. Parlons santé à présent. Le spina bifida et l'hydrocéphalie sont deux maladies très dangereuses qui atteignent souvent les enfants. Très remarquable de l'enfance, ces deux maladies sont parfois mortelles chez les nourrissons. Plusieurs hôpitaux en Afrique ne sont pas outillés pour la prise en charge de ces maladies pour quelques-uns qui s'y intéressent. Les défis sont énormes pour une bonne prise en charge médicale des enfants victimes de cette pathologie afin de sauver des millions d'enfants africains infectés par ces maladies. Regardez. Le spina bifida est une malformation congénitale de la colonne vertébrale et l'hydrocéphalie est une accumulation du liquide ou fluide dans les cavités profondes du cerveau. Souvent diagnostiquées chez les enfants, ces deux pathologies peuvent toucher aussi les personnes âgées. Les conséquences de ces maladies sont très graves car si ces dernières ne sont pas bien traitées, elles peuvent conduire directement à la mort. Les statistiques les plus récentes publiées à travers le monde indiquent qu'il y aurait chaque année entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas d'hydrocéphalie dans le monde. Cette pathologie qui touche à la vie des enfants et celle des personnes âgées est au centre de préoccupation de plusieurs organisations sanitaires qui multiplient les recherches à travers le monde. Pour diminuer le risque que le fœtus développe un spina bifida, les spécialistes conseillent aux femmes enceintes et celles à l'âge de procréer de consommer une dose suffisante d'acide folique au quotidien. L'acide folique que l'on retrouve dans les légumes. Bérénice Adegra Ketia Evelyne a été atteinte d'hydrocéphalie à l'âge de 2 ans. Sa mère témoigne ce qui était arrivé à son enfant. Elle est née normalement. Après maintenant, elle jouait bien comme les autres enfants. Au fur et à mesure, au moment où elle partait dans les 11 mois par là, sa tête a commencé à s'enfler sur un côté. Donc je me suis dit que ça allait passer le traitement que je faisais. J'ai vu qu'au fur et à mesure, ça continuait. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu dans un hôpital là-bas. Le docteur a dit qu'il nous faut beaucoup d'argent, mais on devait le faire dans la semaine, sinon le docteur qui allait la suivre là, va voyager. L'hydrocéphalie s'accompagne de maux de tête, de troubles de la vision, des difficultés cognitives, d'une perte de coordination et d'incontinence. Ces affections se traitent par la chirurgie qui nécessite la mise en place d'une valve de dérivation au liquide cérébrospinal. À l'intérieur, c'est qu'il y a la malformation qui a fait que le cerveau n'existe même pas. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau, du LCS. Il est recommandé de contacter un neurochirurgien dès que l'on constate un élargissement anormal de la tête d'un enfant et de vacciner les enfants contre la méningite. Si la maladie est bien prise en charge dès la naissance et en bénéficiant d'un suivi médical constant, l'espérance de vie d'un enfant atteint de spina bifida est quasiment identique à la normale. C'est maintenant une coutume à Kinshasa pour lier la théorie à la réalité. La direction et la promotrice du complexe scolaire Saint-Sauveur, école chrétienne située au camp en Munganga dans la commune d'Ngalema, organise fréquemment de sorties et visites éducatives et des formations plus pratiques aux élèves. Pour cette fois, le mercredi 1er novembre 2023, une visite s'est déroulée au musée national de la RDC situé sur le boulevard Triomphal en la commune de Lingwala.
Le mercredi 1er novembre 2023 officie, selon le calendrier scolaire congolais, la fin de la première période des classes. Pour ce faire, la direction de l'école chrétienne Saint-Sauveur a organisé à cette occasion de la détente de quelques jours accordés aux élèves, une visite guidée à leur intention. Lieu choisi, le Musée national de la République démocratique du Congo, MNRC en sigle, où ces élèves, des cycles du primaire et de la maternelle, ont été entraînés de passer toute une journée inoubliable dans ce sanctuaire du patrimoine de nos traditions, de nos coutumes, des vestiges de notre histoire depuis ses origines à nos jours. Et lorsque les Portugais sont venus, ils ont implanté leur première église dans le Congo central qu'on appelle Moutamouis. Pour les enfants, c'est une journée toute pleine de découvertes pour leur éducation. Par les galeries d'art traditionnels, des tableaux et masques, des statues et autres objets anciens et nouveaux de nos diverses sources du folklore de nos tribus qui retracent le fil historique depuis avant et après les colonies, il a fallu instruire cette génération éblouie et émerveillée aujourd'hui sur les anciennes personnalités, leur apprendre les différents moyens de communication et de déplacement de l'homme primitif. Et c'est là grâce aux explications claires du guide du musée. Vous regardez le film maintenant, vous connaissez les Antibales, et à travers ça, on a une image de créer les Antibales. Ça c'est un bouclier, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Au-delà du contexte pédagogique, l'occasion a servi pour ces élèves de se détendre, de se divertir. C'est aussi un moyen de se détendre. Ils étaient là en classe au-delà de 40 jours durant la première période. Maintenant, ils peuvent aussi se détendre même pendant une seule journée. C'est aussi important pour la vie d'un homme. Avec l'objectif de la promotrice Madame Bibiche Kiboto Bissombe, avec de telles sorties scolaires et visites guidées, très fréquentes à l'école chrétienne Saint-Sauveur, complexe scolaire qui s'est engagé de concilier les matières reçues en cette classe 6 avenue Kindanda, numéro 20, au Komonganga, commune de Galema, et avec tout ce qui y correspond pour renforcer les capacités des élèves. Et pour finir en société, le quartier Cité Pumbu dans la commune de Mongafula est confronté devant plusieurs difficultés, notamment la naissance de plusieurs érosions, l'accès à la desserte en électricité et à l'eau potable. En cela s'ajoute l'enclavement de ces quartiers et les quartiers environnants, une situation qui est à l'origine d'un taux élevé d'insécurité. Les occupants de cette partie de la ville, province de Kinshasa, sollicitent l'implication des autorités pour leur sortir de cette impasse. Jocelyne Massiala, Dio Chulombo. Les habitants de la cité Pumbu, Bambila et Matadimayo dans la commune de Mongafula sont confrontés aux problèmes divers qui rendent chaque jour la situation des vies de plus en plus précaire. Pas d'accès à l'eau potable, ces derniers vont s'approvisionner à des sources parfois loin des habitations. La naissance de plusieurs têtes d'érosion qui a déjà emporté plusieurs lotissements. Sans oublier l'absence remarquable d'électricité et des infrastructures routières, même pour favoriser les trafics des motocyclistes. Une situation qui est à l'origine d'un taux élevé de l'insécurité. Dans cette partie, les inciviques communément appelés Kuluna opèrent même en pleine journée, ravissant tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, voire même les repas des paisibles citoyens. Nous souffrons énormément. Ces délinquants utilisent des armes blanches pour terrifier la population. Nous sollicitons auprès des autorités compétentes de remettre le poste de police qui était ici. Une situation qui nécessite l'implication des autorités compétentes, insiste le chef de cette localité, Emery Koutou. Nous demandons au bourgmestre à instruire le district de placer un poste de police pour le problème d'électricité si en cours de résolution. L'implication des autorités est vivement souhaitée afin de résoudre cette litanie de problèmes. C'est par ici que se referme cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres.
L'organisation congolaise Journalistes en danger, GED, indique mercredi à Kinshasa avoir répertorié plus de 500 atteintes contre le média, dont 5 journalistes tués durant le mandat du président Félix Tshisekedi, dont elle fustige les promesses non tenues en matière de presse. Joël Bilé a déposé mercredi 1er novembre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante son dossier de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. En République démocratique du Congo, 48 heures après l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en matière de contentieux électoral. C'est une deuxième candidature féminine pour l'élection présidentielle après celle de Marie-Josée Ifoku. Quelques éléments du 1-23 se sont livrés au FRDC dans le Nord Kivu. Dans un reportage de l'armée diffusé sur la chaîne nationale, ils ont fait des témoignages émouvants sur la rébellion meurtrière du 1-23 que le Rwanda ne cesse de soutenir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir.